Chapitre 18. Un simulateur. Ça expliquerait tout. Je ne sais pas encore. S'il existe bien chez cet homme deux personnalités aussi opposées, son équilibre mental paraît en effet menacé. Quel accoutrement pour un chirurgien de la haute société. Même pas un chapeau sur la tête. Le regard de Higgins s'alluma. Pourriez-vous répéter, mon cher Marlowe? Quel accoutrement? Non, non, la fin de votre phrase. Même pas un chapeau sur la tête. Un chapeau, une canne et des gants. Mais bien sûr, nous avons été stupides. Rappelez-vous, superintendant, l'interrogatoire de tous les témoins à Whitechapel. C'est bien vous qui m'avez amené Lord Khyber-Rennick? En effet. Que s'est-il passé exactement? Rien d'exceptionnel. Il s'est débarrassé de son chapeau, de sa canne et de ses gants comme n'importe quel gentleman. Les avez-vous examinés? Bien sûr que non. Et moi non plus, hélas. Cette fois, ne tergiversons plus. Je dois interroger au plus vite le duc. Avez-vous obtenu la bénédiction du grand patron? À dire vrai? Eh bien, allons-y ensemble. Higgins, ne croyez-vous pas? Espérons qu'il n'est pas trop tard. Les négociations avec les autorités supérieures du Yard durèrent l'après-midi entier. Bien entendu, le duc était soumis à la loi comme n'importe quel autre citoyen. Bien entendu, également, il n'était pas un citoyen comme un autre. Ses relations, sa position sociale, son nom, ses titres ne permettaient pas qu'on l'importunât sans raison sérieuse, surtout dans le cadre d'une enquête criminelle qui risquait de ternir la réputation d'un grand du royaume. Higgins batailla avec tranquillité et fermeté. La direction du Yard comprit qu'elle ne parviendrait pas à se débarrasser de lui. Il fallut donc s'adresser à Buckingham Palace, puis au 10 Downing Street, sans oublier la Chambre des Lords. De multiples interventions, plus discrètes les unes que les autres, s'enchaînèrent. Higgins regrettait sa négligence du 8 septembre. Ce jour-là, il avait peut-être eu l'arme du crime à portée de la main. Une banale convention sociale l'avait aveuglé. Après tant d'années d'expérience, la leçon était rude, mais efficace. Il ne l'oublierait pas de sitôt. Si, un jour, la vanité lui taquinait l'esprit, il lui suffirait de se remémorer le personnage de Jack l'Éventreur. L'enquête prenait d'ailleurs une singulière dimension, précisément celle qu'il redoutait depuis le début. Higgins fut amené à plaider sa cause, devant un aréopage de hauts fonctionnaires tenant une réunion qui, quelle que soit son issue, n'aurait jamais eu lieu. Il maintint sa position avec la plus grande rigueur, rappelant que le duc avait accepté une première fois de répondre à ses questions, et que le Yard se devait d'expliquer les raisons de sa présence tout à fait insolite à Whitechapel, sans argument évoquant l'honorabilité de la haute société britannique et les conséquences catastrophiques d'un faux pas. Lui furent opposés. Higgins les repoussa patiemment, un à un. Puis ce fut une longue attente qui prit fin à 21 heures. Le superintendant Marlowe annonça lui-même la nouvelle à l'ex-inspecteur-chef. Dans les limites du bon goût, il était autorisé à s'entretenir avec Lord Khyber-Rennick sans qu'il s'agisse d'un interrogatoire de police à proprement parler. Le périple de Higgins commença le 24 septembre au matin. Il se rendit à l'hôtel particulier du duc, dans le quartier de Mayfair, là où l'auguste personnage avait consenti à lui accorder un rendez-vous. Reçu par un secrétaire particulier d'un abord résolument rébarbatif, Higgins patienta dans un salon, surchargé de tableaux de maître, jusqu'au début de l'après-midi. Le secrétaire particulier l'avertit que le duc, à l'emploi du temps trop rempli, avait été contraint de se rendre plus tôt que prévu à un déjeuner d'affaires. Il recevrait donc l'ex-inspecteur-chef au milieu de l'après-midi, à son club privé, dans Regent Street. Higgins s'y rendit sur l'heure et dut batailler ferme pour avoir l'autorisation de s'asseoir dans le hall d'entrée. Il attendit en vain. À 18 heures, il passa au Yard. Scott Marlowe classait ses dossiers. Il devrait présenter à ses supérieurs un colossal rapport administratif où ne manquerait pas une virgule. Avez-vous interrogé Lord Khyber-Rennick? Hélas, mon cher Marlowe, comme disent les Français, il m'a posé de lapin. Où se trouve son château? Un instant, je me renseigne. La réponse fut rapide. Le duc résidait assez fréquemment dans le château familial du Loch Glenfish, au nord de l'Écosse. Je pars demain matin.
annonça l'ex-inspecteur-chef. Le 25 septembre fut pour Higgins, qui détestait voyager, une épouvantable journée. La ligne de chemin de fer dans ce coin perdu de l'Écosse était une véritable épreuve pour les wagons et les voyageurs. Depuis la petite gare noyée sous une pluie battante, il prit un taxi qui le conduisit à une auberge égarée dans la lande. Sitôt ses bagages déposés dans une chambre modeste mais douillette, l'ex-inspecteur-chef se rendit au château du Loch Glenfish, un édifice austère et rébarbatif de la fin du Moyen-Âge. À côté de lui, la tour de Londres paraissait presque gaie. L'ex-inspecteur-chef fut accueilli par un maître d'hôtel en kilt qui, à première vue, détestait les étrangers. Il avoua cependant que son maître était bien présent, mais qu'il donnait une réception où ne seraient conviés que des personnes au quartier de noblesse confirmées. Higgins évita d'évoquer sa généalogie et demanda à voir le responsable de l'emploi du temps du duc. On dérangea un jeune homme efféminé qui consentit à s'entretenir avec l'intrus venu de Londres. Face à une évidente mauvaise volonté, l'ex-inspecteur-chef fut obligé de hausser le ton. Le jeune homme prit peur. Le lendemain, 26 septembre, le duc partait à la chasse et ne pouvait recevoir personne. Le 27, il se reposait. Le 28, il préparait son départ pour l'étranger. « Je serai ici demain à 17 heures, annonça Higgins. Lord Kibert aura eu le temps d'ôter ses bottes. Une minute avant 17 heures, le 26 septembre, l'homme du yard se présenta à la porte du château. Sans mot dire, le maître d'hôtel lui ouvrit. Le jeune homme efféminé, planté au pied d'un escalier en chêne massif, tendit à Higgins un plateau en argent. Le serviteur avait un rictus. Ce n'était pas la misérable carte de visite d'un policier du yard qui convaincrait le duc de recevoir cet intrus. Higgins avait prévu l'épreuve. Sur le plateau, il déposa une carte de visite dont la lecture fit rougir de honte le jeune homme. En découvrant les titres et l'ancienneté de la famille du solliciteur, il se promit, comme tout bon serviteur, de ne plus adresser la parole à un supérieur, à moins d'être interrogé. 5 minutes plus tard, un autre domestique s'inclina devant l'ex-inspecteur-chef et le guida jusqu'à une vaste pièce où le duc, debout devant une bibliothèque en acajou, consultait un annuaire de la noblesse. « Remarquable, inspecteur, tout à fait remarquable. En plus, vous ne vous vantez pas. Je vous prierai de garder ces détails secrets, Lord Kibert. Et pourquoi ne pas afficher vos origines ? Dans ce monde décadent, ne faut-il pas affirmer les vraies valeurs ? Je me contente d'être moi-même. Si j'ai été obligé d'utiliser ces références, c'est en raison de votre refus de me recevoir. L'opinion de Scotland Yard ne me concerne pas. Celle d'un homme de qualité, en revanche, m'intéresse au plus haut point. Accepteriez-vous une invitation à dîner ? Volontiers, si nous pouvons parler sans détour. Entre personnages du même rang, c'est une politesse élémentaire. Que pensez-vous de cette petite retraite ? Austère et grandiose. Venez voir ce paysage, mon cher Higgins. N'est-il pas magnifique ? L'ex-inspecteur-chef traversa le salon, marchant sur un tapis disparant. Devant une cheminée en marbre noir, un petit bureau Louis XV. De part et d'autre, des colonnes de style dorique supportant des faunes. Au mur, ornés de tentures rouges et verts, des tableaux représentant la campagne écossaise. Depuis les hautes fenêtres, le spectacle, en effet, était superbe. Malgré la pluie, le loch apparaissait comme une vaste plaine aquatique où se mêlaient, dans un tourbillon, des reflets argentés. Ainsi, le château semblait-il dominer une mer que rendrait bientôt furieux des vents violents. Là-bas l'eau, ici la terre, dit le duc rêveur. La terre des créatures, cita Higgins, est aussi leur tombe, leur sépulcre et sa matrice même. Vous aimez Shakespeare ? Vous avez raison. Dis non, voulez-vous ? Le duc tira sur un cordon. Presque aussitôt commença un ballet de serviteurs qui dressèrent une table pour deux. Nappes blanches brodées, assiettes aux armes des Réniques, plats en vermeil. Potage, caviar, navarin et sorbet. Cela vous convient-il ? Répondre eût été impertinent. Le menu était agrémenté d'un château d'Yquem, d'une année respectable. « Ce monde petit bourgeois m'ennuie », déclara le duc. « Il n'y a plus que du faux Tudor, des pelouses mal soignées, des golfeurs qui se prennent pour des sportifs, et des clubs qui admettent n'importe qui.
L'Angleterre part en lambeaux. Les deux hommes se lancèrent un léger défi en consommant le potage. Pièce redoutable pour un convive non préparé. Il fallait, en effet, accomplir de manière impeccable le trajet entre l'assiette et la bouche, sans trembler et en gardant la tête droite. De plus, jamais la pointe de la cuillère ne devait toucher les lèvres. Le dîneur devait l'aborder de manière latérale, sans le moindre bruit de succion. « Oxford ou Cambridge ?» demanda le duc. « Cambridge », répondit Higgins. « Moi aussi. » Vous portiez, bien entendu, le pantalon de flanelle grise et la veste en tweed qui, avant la Grande Guerre, était réservée aux gentlemen. Aujourd'hui, n'importe quel rustre s'en affuble. Je me demande parfois s'il ne faudrait pas se distinguer en portant des costumes râpés, ou bien en allant dans des quartiers indignes d'un noble, comme Whitechapel, suggéra Higgins. C'est une possibilité, en effet. Un serviteur apporta un rince-bouche dans lequel il ne fallait rincer que les doigts. Si le roi et la reine avaient été présents, eux seuls auraient eu le droit de l'utiliser. C'est même une certitude, estima Higgins. Les hommes déçus par ce monde prennent de curieuses habitudes, cher ami. Et je suis un homme très déçu. Whitechapel ou Buckingham Palace, après tout. Par bonheur, le superintendant Marlowe était absent. S'il avait entendu ces paroles, il aurait sans doute été victime d'un malaise cardiaque. Vous connaissez bien Sir William Jamieson, semble-t-il. Un pauvre type, jugea le duc. Il joue les matamores, mais c'est un esprit faible et influençable. Grâce à moi, il est devenu un chirurgien riche et mondain. Il continue à me craindre, l'imbécile, comme si son cas m'intéressait. Vous êtes-vous croisé dans Whitechapel? Une seule fois. Il était gêné. Me voir en ces lieux l'a stupéfié. Saviez-vous pourquoi il s'y trouvait? Je m'en moque. Avez-vous échangé des propos? 3 fois rien. Il voulait s'enfuir. Je l'ai salué et lui ai recommandé de satisfaire tranquillement ses vices. Comme moi. D'après un témoignage fiable, Lord Kibert, vous êtes plutôt timide avec les femmes. On ne connaît guère vos préférences à Whitechapel. Je confesserai volontiers une affection ancienne pour les dames de mauvaise vie et à la chevelure rousse. Mais pourquoi mentir? Je n'aime plus les femmes. Elles m'ennuient. Elles manquent d'imagination. Elles sont décadentes. Mais les voir s'agiter m'amuse encore un peu. Si peu. En fait, je crois que je vais finir par préférer la compagnie de certains hommes, à l'exception de dégénérés comme ce malheureux William. Mais ce sont là propos sans grand intérêt. Si vous êtes venu jusqu'ici, cher ami, c'est parce que vous me croyez coupable de meurtre. Higgins se contenta de lisser sa moustache poivre et sel. Pourrais-je voir la canne que vous utilisiez le 8 septembre? Le duc sourit. Pourquoi me le demander si tard? Parce que ce jour-là, j'ai commis une faute professionnelle. La sincérité est une valeur périmée, cher ami, mais elle ne manque pas de panache. Saviez-vous que je ne me sépare jamais de cette canne? Non. Descendons dans le vestibule. Higgins suivit le duc. Sur un meuble, il y avait un chapeau, une paire de gants et une canne. En été comme hiver, je juge ces accessoires indispensables. Sans eux, je me sentirais indécent. Ils sont à vous. Examinez-les à loisir. S'emparant de la canne, l'ex-inspecteur-chef ne tarda pas à trouver un minuscule loquet de sécurité, que d'aucuns auraient assimilé à une bobinette. Il libéra ainsi une lame très effilée. Une canne épée, commenta Lord Kibert-Rennick. C'est donc bien à cela que vous aviez pensé. Et vous croyez à présent tenir l'arme du crime. Ce serait un fameux exploit, je le reconnais. Un duc tueur de prostituées? Quel scandale! Un dernier coup, fatal celui-là, porté à l'aristocratie anglaise. Mais vous n'exultez pas de joie, cher ami. Est-ce qu'un détail vous contrarierait? Higgins examinait l'arme avec la plus grande attention. Une fine lame, reprit Lord Kibert-Rennick, souple mais efficace. Elle est capable de percer des ventres et de taillader des chairs. Malheureusement, pas de traces de sang. Mon épée est d'une propreté impeccable. 2 solutions. Ou bien je n'ai assassiné personne, ou bien j'ai nettoyé l'arme du crime. Ai-je bien résumé votre pensée? À peu près, répondit Higgins. Quelque chose m'étonne. Si je suis un assassin de cette trempe, aurais-je été assez stupide pour garder une lame maculée du sang des victimes?
Les plus intelligents, ou du moins ceux qui se considèrent comme tels, commettent parfois ce genre d'erreur. À vous dire vrai, je ne l'espérais pas. En ce cas, pourquoi cette démarche qui ne vous procure aucune certitude? Détrompez-vous, Lord Khyber. Le dîner était excellent, et vous m'avez beaucoup appris sur vous-même. Je sais à présent que cette canne épée existe. Il me reste à déterminer à quel usage elle fut destinée. À ma seule protection, bien entendu. Imaginez-vous un seul instant que je me sois abaissé à devenir un vulgaire boucher. L'imagination m'est interdite. Je dois me cantonner à l'ordre et à la méthode. Le visage du duc s'assombrit. J'ai l'impression que vos doutes à mon égard ne sont pas complètement dissipés. Et ce n'est pas ce que je dois vous révéler qui ira dans le bon sens. Je le dois, car vous fûtes un hôte parfait. Dissimuler encore quelque chose m'est insupportable. C'est un simple détail. N'en faites pas une montagne. Le 31 août, j'ai vu la première victime, Lisbeth, sans doute peu de temps avant sa mort. Nous errions dans le brouillard, elle et moi. Elle a osé me proposer ses charmes. J'ai refusé, voilà tout. Et je n'ai pas eu le privilège d'apercevoir l'éventreur. Après la fin de ce chapitre, 1. Le duc a-t-il trop parlé ou pas assez? Croyez-vous que ses confidences sont sincères ou calculées pour détourner les soupçons? 2. La canne épée, preuve ou piège? Est-ce l'arme du crime ou un leurre destiné à manipuler Higgins? 3. Lisbeth, dernière rencontre ou dernière victime? Que penser de cette errance dans le brouillard? Simple coïncidence ou moment clé? 4. Le mépris du duc pour les femmes. Un mobile. Ses propos sur les femmes sont troublants. Sont-ils révélateurs d'un mobile profond ou d'un simple cynisme aristocratique? 5. Higgins, fin limier ou trop indulgent? A-t-il manqué une occasion de confronter le duc plus frontalement? Ou joue-t-il une stratégie plus subtile? 6. Et vous, cher lecteur, pensez-vous que Lord Khyber Renick est coupable? Ou bien est-il une victime de son image, de ses mots et de ses mystères?